Bonjour et surtout merci beaucoup d'être venu à cette rencontre. Et pour nous, ici à Saint-Dié, c'est un vrai plaisir de recevoir nos invités. J'ai eu la chance d'avoir déjà rencontré deux de nos invités. Et puis justement, c'est toujours bien de découvrir des nouveaux talents. Je tenais à vous remercier d'abord Michael Rock, pardon. Vous prononcez comment? Ouais, les deux, c'est bien. Mike, Mike, c'est bien pour les copains. Ça veut dire qu'on est amis déjà. ouais, on est en discussion, donc c'est possible. Et comment est-ce qu'on prononce Timagwan? Comment on dit? Thé, Timagwan? thé marron. Bon, très bien. Donc, vous allez voir, c'est un livre tout à fait passionnant. D'ailleurs, qui ouvre de nouvelles perspectives à cette littérature vraiment très importante qui vient de la Caraïbe. Les Caraïbes, ça sera un sujet très important qu'on va traiter. Raphaël Confiant, merci beaucoup d'être ici avec nous. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. J'ai eu l'occasion de se voir pas mal de fois, surtout dans les années 90-2000. Et bon, c'est à peu près votre 40e roman, grosso modo. Oui. Quand on aime, on ne compte plus. Et donc, Marie-Héloïse, fille du roi. Et il y a aussi cet autre livre, s'appelle Les balles de la rue Blomet. C'est une collection folio. Et Valérie Marala-Mélé, les diamants d'Édouard Glissant. Et d'ailleurs, je voulais commencer par vous, simplement, Valérie, parce que il se trouve que, je ne sais pas si c'est un hasard, que ces deux écrivains sont dans votre livre. J'ai l'impression que on va tenter de faire relation aujourd'hui, c'est un peu le sujet. Et pourquoi avoir mis ces deux écrivains ensemble? Parce que j'ai pensé que pour vous, c'est très important de voir la littérature des Caraïbes, la littérature de la Martinique, mais aussi de découvrir de nouveaux talents. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et merci Eduardo. Alors en fait, moi je ne suis pas du tout cliente de science-fiction, de futurisme afro ou caribéen. J'ai du mal à entrer dans ce type de littérature. On peut pas aimer tout, hein, c'est comme ça. Et l'éditeur de Michael Rock, donc La Volte, qui a une attachée de presse remarquable, on peut de temps en temps faire un signe aux attachées de presse parce elle nous sollicite beaucoup. Et celle-ci disait, mais c'est vraiment, il faut vraiment lire ça, puisque je lis beaucoup de choses donc de littérature afro-caribéenne. Et finalement, personne ne le lisant, je me suis dit, allez, vas-y. Et là, je découvre en fait est-ce que je pourrais dire un petit frère glissantien, c'est-à-dire un jeune homme qui fait rayonner la pensée d'Édouard Glissant à sa façon pour la jeunesse, enfin justement pour tous ceux qui dans l'afrofuturisme, voilà. Et j'ai trouvé ça hyper important de rencontrer Michael Rock. Donc on s'est vu à Paris quand il était de passage. Et puis j'ai fait voilà un portrait, enfin des interviews de ça, je sais plus, avec lui. Et après, quand je travaillais sur ce livre, Le Diamant d'Édouard Glissant, j'ai évidemment été interviewé Raphaël Confiant, que je connais aussi depuis longtemps. Et en fait, Raphaël m'a dit des choses très très précieuses, ça tombe bien en matière de diamant, mais donc il est là comme ça tout au long du livre à parler de sa relation à Édouard Glissant, mais ça je laisserai en parler. Et là, à un moment, il me dit que bon, le tout monde d'Édouard Glissant, la pensée glissantienne, tout ça, c'est en Martinique, c'est pas vraiment ça, quoi. D'ailleurs, nous remarquons que dans le monde en général, ça n'est pas vraiment ça. Mais les utopies, c'est fait pour ça, on y travaille. Et en fait, à un moment, Raphaël me dit, mais dans la littérature, de toute façon, martiniquaise, il y a pas grand-chose du côté de la jeunesse. Personne ne prend ce flambeau. Et là, je le détrompe en lui disant, mais enfin, Raphaël, il y a Michael Rock, parmi d'autres, mais voilà, comme ça m'avait frappé. Donc voilà le lien qui est fait, et c'est formidable de se retrouver tous les trois, justement, maintenant ici. Et d'ailleurs, quand vous dites les mots liens, c'est essentiel pour essayer de comprendre la pensée des orques glissants, pour essayer de penser cette poétique martiniquaise. Et la question tout à fait simple avant de venir à votre livre, Les Diamants, c'est quoi pour vous cette poétique martiniquaise et la poétique d'Édouard Glissant? Pour moi. Ok. Alors pour moi, la poétique martiniquaise ou d'Édouard Glissant, parce qu'en fait,
En fait, évidemment qu'elle est martiniquaise parce qu'elle est complètement nourrie par le paysage. Et c'est un peu l'objectif du livre, c'est de faire le lien entre le paysage martiniquais, la nature martiniquaise, tout ce que Édouard Glissant a pu vivre, voir et ressentir du nord de l'île jusqu'au sud, devant le Rocher du Diamant. Il a choisi son havre, son amer, si vous voulez. Essayer de voir dans quelle mesure ce paysage est porteur de cette pensée. Parce que voilà, il y a plein de manières d'expliquer la poétique d'Édouard Glissant, mais c'est quelqu'un qui disait j'espère en la parole des paysages. C'est-à-dire que les paysages sont des personnages et cette géographie glissantienne, elle est à la base de la poétique. Elle est à la base de sa phrase absolument indispensable. Vous allez sortir d'ici, vous la répéterez toute votre vie. C'est rien n'est vrai, tout est vivant. Je la laisse juste parce que ça infuse très très longtemps. Et en fait, je pense que cette poétique, elle est liée donc à sa terre martiniquaise et aussi à deux notions qui sont l'histoire, la mémoire d'une histoire douloureuse, tragique, et la beauté. C'est-à-dire on peut être à la fois dans la beauté du monde et la dire chaque jour, et en même temps rappeler toutes les tragédies humaines et pourquoi il est important de porter tous ensemble les mémoires de tous, quoi, de l'humanité, parce qu'on n'est qu'une humanité et il nous est arrivé beaucoup de choses. Et si on nie la mémoire de l'autre ou qu'on l'ignore, et on en a l'illustration absolument à tout moment, y compris même pour Israël-Palestine, voilà, on est démunis. Donc chez Édouard Glissant, et je finis là, la poétique, elle est faite aussi du lien. Elle est faite du lien qu'il y a dans la mangrove, elle est faite du lien qu'il y a entre les êtres vivants, humains ou pas humains, et elle est faite donc de cette idée de la relation. Se résume en une seule phrase qui est je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. Et c'est justement ça, dans votre livre, vous, Raphaël, vous dites, après on va revenir sur vos livres, bien sûr, et vous dites, Glissant entretenait un rapport étonnant avec cet endroit, ça veut dire, et les diamants, et qu'il considérait comme, que vous considérez comme magnétique. Ça veut dire quoi? Est-ce que cet endroit-là est quelque chose qui est important aussi pour essayer de comprendre la pensée d'Édouard Glissant? C'est une question difficile parce que je n'ai pas été très proche d'Édouard Glissant. Et chaque fois que nous nous rencontrions, c'est vraiment extraordinaire. Quelqu'un qui était une grande humanité, dont je ne partage pas la plupart des intuitions, parce que Glissant ne fonctionne pas par concept, il fonctionne par fulguration, je dirais. C'est-à-dire que c'est une fulguration, c'est génial. Alors qu'il me traitait de petit professeur d'université, me disant oui, mais toi, sur les concepts, les machins, c'est besogneux, quoi. Ça avance lentement, c'est pas très. On se disait des méchancetés amicalement. Donc, ce n'était pas de l'inimitié, mais de l'inamicalité. C'est un terme créole qui désigne le fait qu'on est amis, mais on n'est pratiquement pas d'accord sur rien du tout, mais on est quand même amis. Donc retenez ce terme, ça n'a rien à voir avec l'inimitié, c'est l'inamicalité. Le côté magnétique de la Terre, du diamant et tout ça, bon, pour moi, ce sont des clichés de la Martinique. Hein. La montagne pelée, on est péléens. Césaire disait, nous avons un tempérament péléen. C'est-à-dire la montagne pelée, elle a explosé et elle a tué 30 000 personnes en 1902 contre seulement 3 000 à Pompéi, hein, quand même. Hein. Donc Pompéi, c'est plus connu parce que c'est l'Italie, c'est l'Europe. Mais la montagne pelée, c'est 10 fois plus. Hein. Donc Césaire disait cela. La Martinique a un tempérament péléen, explosif. Chez Glissant, il y avait toujours ce rapport à la terre qu'il disait tellurique, etc. Bon, moi je suis beaucoup plus terre à terre, je dirais rationaliste ou rationnel que cela. Je les admire, mais c'est parce que je ne suis pas poète sans doute. Hein. Parce que Glissant se vivait surtout comme un poète.
Et lorsqu'on écrit même des fictions, Oui, on est forcément quelque part poète aussi. oui, mais moi je me méfie de la poésie parce que les trois quarts des poètes, en tout cas aux Antilles, sont des gens qui croient qu'être poète, c'est ne pas aller au bout de la phrase, quoi, de la ligne. Alors, vous avez des lignes, alors qu'un romancier, il va au bout de la ligne et puis il continue, quoi. Ceux qui se proclament poètes, ils s'arrêtent au milieu de la ligne, hop, ils vont, l'autre milieu, tac, et ils se disent poètes. Alors moi, je me fous de leur gueule. Je dis oui, il y a les poètes et vous, vous êtes les poètes. Pourquoi? Parce qu'en créole, les gens qui ne savent pas bien prononcer le mot poète disent poète. Donc, il y a une facilité poétique que n'avait pas Glissant. Glissant a une intransigeance poétique, comme Césaire d'ailleurs, ce sont des génies poétiques. Je rappelle qu'André Breton avait une admiration extraordinaire pour Césaire, puisque c'est lui en quelque sorte qui a révélé Césaire. Et il disait cette phrase extraordinaire: il n'y a plus aucun blanc en France qui puisse écrire la langue française comme ce noir de la Martinique. Donc, oui, le verbe poétique est puissant dans nos pays, pas seulement dans les pays francophones, créolophones, mais aussi hispanophones et anglophones. Nous avons un prix Nobel de littérature dans l'île qui est au sud de la Martinique, qui s'appelle Sainte-Lucie. C'est Derek Walcott qui écrit en anglais. De toute façon, toute l'Amérique latine, entre guillemets, et l'Amérique caraïbe. Haïti surtout, Haïti c'est impressionnant, Ah le oui, nombre oui, de oui. poètes. Je ne sais pas combien de poètes au kilomètre carré, mais il y en a énormément. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de poètes. Hein. Parmi ces poètes, il y a beaucoup de poètes. Bon, pour en revenir à Glissant, son rapport au diamant et tout cela, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Parce que je n'ai pas du tout ce rapport, ni à la mer, ni à... Je suis du nord de la Martinique, de la Martinique plantationnaire. Hein. Et bon, on n'a pas du tout la même extraction sociale et tout ça. Et tout ça en Martinique, c'est très prégnant. Et ça vous construit une psyché dont il est parfois difficile de se débarrasser. Alors, j'en termine sur ce point. Mon problème avec Glissant et Chamoiseau et les autres, je leur dis, mais c'est très bien, vous pensez le tout monde, mais vous êtes incapable de penser votre petit monde. Parce que la Martinique, d'ailleurs on le voit avec les événements, si vous suivez l'actualité. Il y a quelques jours, oui, il a eu quelques révoltes aussi. Donc ça veut dire que nous sommes incapables. Nous avons de grandes théories sur le monde, mais nous sommes incapables de penser notre petit monde pour que notre petit monde sorte de l'enlisement dans lequel il se trouve. Parce que la Martinique est un pays enlisé depuis des décennies. Et aussi, pardon. Oui. Je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est de l'inamicalité. C'est les... Nous sommes amis, mais on n'est pas d'accord. Parce que en ayant écrit ce livre, évidemment, et j'ai vu le trajet d'engagement d'Édouard Glissant à la Martinique, qui a été en effet extrêmement difficile pour lui, parce qu'il n'était pas toujours bienvenu, mais n'empêche qu'il a fait des choses qui ont marqué l'histoire de la Martinique et pas les grands esprits éclairés. Quand il a fondé l'Institut d'études martiniquais, l'Institut martiniquais d'études, l'IME, c'était un endroit dans les années 70 où tous ceux qui étaient, en fait, c'était Vincennes avant l'heure, quoi. Et c'était au niveau des lycées et pas au niveau de la fac. Et il y a des tas de gens qui ont témoigné de cet itinéraire, qui les a sauvés et qui leur a donné une compétence dans la vie et une possibilité d'être autre chose que ce à quoi ils auraient été destinés socialement et tout. Et je vous en donne qu'un seul exemple, mais dans ces manifestes qu'ont signés Chamoiseau et Edoui Plénal, qui peuvent être considérés comme très parisianistes, genre on se pose là, on a nos grandes idées, ça aborde quand même des choses très pragmatiques du peuple martiniquais. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec la vie quotidienne de Raphaël Confiant au Lorrain et en Martinique. Ça, on va pas se fâcher là-dessus, Raphaël. Non, c'est pas ma vie quotidienne, c'est la vie quotidienne de tous les Martiniquais, parce que je fais partie des quelques privilégiés. La preuve, c'est que je suis ici pendant qu'ils manifestent dans les rues pour faire baisser les prix. Donc, je ne suis pas démagogue, hein.
Je ne représente pas le Martiniquais normal. Ce que je veux, c'est que les actions et la pensée des Martiniquais puissent justement transformer la vie quotidienne des À gens. propos des pensées littéraires, parce que vous travaillez beaucoup sur la langue, on va revenir sur les livres tout à l'heure, sur votre roman, et une pensée qui est très importante chez vous et chez beaucoup des Martiniquais, c'est la question de la créolité. Pourquoi? Et la question de la créolité, elle peut se résumer de manière très simple. Nous avons vécu dans un régime colonial français dans lequel règne l'identité unique. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque Richelieu crée l'Académie en 1635, le français commence à être imposé difficultueusement à la France. En 1789, la Révolution française éclate et les révolutionnaires se rendent compte que le message des Lumières ne peut pas être transmis parce qu'en dehors de Paris et de la région parisienne, personne ne comprend le français. Donc, il désigne un homme, l'abbé Grégoire, à qui il confie une mission qui s'appelle Enquête sur les langues et patois de France et les moyens de les éradiquer. Donc, 1793, etc., ça se met en place. L'école commence à détruire l'identité multiple de la France pour imposer l'identité, je dirais, parisienne, de la cour en tout cas. Mais ça n'a toujours pas réussi. Pourquoi? Parce qu'en 1914, nombre de soldats bretons sont morts sur le front pendant la guerre 14-18 parce qu'ils ne comprenaient pas les ordres donnés par les officiers français. Donc en fait, la France n'est devenue totalement francophone que dans les années 1930. Alors, c'est une machine de guerre qui s'est mise en place pour détruire tout ce qui était régional. Le breton, le basque, le corse. Donc c'est l'identité unique. Et cette identité unique, elle nous a été imposée, nous. Et donc, elle est en contradiction totale avec ce que nous sommes, puisque nos pays, en tout cas la Martinique, est composée de Noirs, de Blancs, de Métis, d'Indiens, de Chinois, de toutes sortes de choses. Il y a une identité multiple, objective. Donc elle est en contradiction totale avec l'idéologie de la République une et indivisible. Et ça c'est une contradiction qui n'est pas résolue jusqu'à aujourd'hui, puisque la semaine dernière, et là je termine sur ce point, le Conseil territorial de la Martinique, qui est la plus haute instance locale, avait voté à l'unanimité la co-officialisation de la langue créole et du français. C'est-à-dire que désormais, dans nos institutions, la langue créole serait utilisée à l'égal du français. Mais il y a une semaine, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé d'annuler cette décision. Mais cette décision est logique, parce que la Constitution française dit que la seule langue de la République, c'est le français. Donc vous pouvez toujours vous rebeller. Les Corses aussi ont fait ça. Hein. Ils se sont rebellés. Bon, ça a été annulé, mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils ont quand même un caractère qui est autrement plus que nous. Donc ils se disent, vous pouvez prendre vos décisions, rien à foutre. Vous allez à l'Assemblée de Corse, tout est écrit en Corse, etc. Nous, on n'a pas cette force-là. Mais la décision de l'Assemblée de Corse avait été annulée aussi. Donc la créolité, c'est quoi? C'est de manière très simple, sans rentrer dans des... C'est la volonté de vivre cette identité multiple et non plus de vivre dans une identité unique. Alors c'est très difficile. C'est plus facile de vivre une identité unique. Vous vous levez le matin, ben oui, je suis blanc, je suis noir, je suis musulman, je suis chrétien, je suis uniquement ça. On dit une identité unique, c'est facile. C'est pas facile de vivre une identité multiple. Et c'est un combat de tous les jours. C'est accepter les parties de soi que l'on considère un peu comme exogènes. Et ça, c'est la société française le vit, les sociétés européennes. Accepter les éléments exogènes qui sont... Le christianisme dont se réclame l'Europe. Ben, désolé, hein. Le Jourdain, c'est pas un affluent de la Tamise. Hein. Bethléem, c'est pas à côté de Saint-Dié. Hein. L'araméen, la langue de la Bible, c'est pas une langue indo-européenne. Hein. Et pourtant, l'Europe l'a adopté, mais l'a adopté au bout de plusieurs siècles. Donc, accepter des éléments exogènes, c'est quelque chose qui est très difficile, qui prend du temps et qui demande que l'on pense une identité multiple. Et désormais, le monde entier
aujourd'hui est dans l'identité multiple, même si les gens la refusent. Attention, ils la refusent. Bon, justement, vous n'oubliez pas que c'est grâce à Sandier que nous s'appelle l'Amérique, nous. Hein, oui, aussi, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous acquiescez, j'ai l'impression que vous vous retrouvez un peu dans le discours de Raphaël. Oui. Ce que je reprends, par exemple, dans mes bouquins, un terme qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'ici, mais qui est présent dans l'éloge de la créolité, auquel Raphaël a participé, c'est le terme de diversalité, qui exprime tout à fait cette identité multiple et qui va jusqu'à plus loin, puisque sa définition, qui est donnée au détour d'une ligne, qui est terminée, hein, je vous rassure, qui va au bout de la page en tout cas, c'est que la diversalité va vers l'harmonisation des différences de chacun et chacune. Et cette harmonisation, ce terme-là indique clairement un mouvement, une tension. Ce n'est pas une harmonie qui est finie, qui est figée. C'est une tension continue. Donc toujours ces apports et puis peut-être ces échappées d'éléments identitaires, racines, mais qui vont constituer du coup, en s'amalgamant, en se croisant, en échangeant, qui vont constituer un tout qui est celui proprement martiniquais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous a donné envie à vous de l'Anville? L'Anville, c'est quoi l'Anville? C'est une longue histoire. Est-ce qu'on est prêt pour rentrer là-dedans? Ouais. Alors, Tamaron et puis L'Anville emmêlée, ce sont deux ouvrages, un roman et un recueil de nouvelles qui appartiennent au genre de la science-fiction. Et moi, je suis rentré dans la littérature par cette porte des imaginaires. Et la science-fiction que j'ai emmagasinée tout au long de mon adolescence, c'est une science-fiction présentée par le monde hollywoodien, évidemment, et donc qui est très liée au cyberpunk, qui est très liée à la dystopie, etc., etc. Et dans ces films dystopiques, cyberpunk, prenez Matrix par exemple, dans les années 2000, j'étais encore comme ça, on a cette omniprésence de la ville dans ces romans cyberpunk, qui parfois n'a même pas de nom, c'est la ville. Et quand j'ai voulu écrire justement de l'afrofuturisme, quand j'ai pris cette direction-là dans mes textes, et que j'ai voulu mettre en scène une ville futuriste, le premier terme qui m'est arrivé, c'est celui de Longville, qui veut dire le centre-ville. Et puis après, j'ai fait la rencontre de Dominique Aurélia, qui en réalité me dit, mais tu sais, Longville, c'est aussi c'est le terme qu'utilise Patrick Chamoiseau dans Texaco pour désigner le centre-ville de Fort-de-France, Foyal. Et c'est pas pour rien qu'il utilise ce terme-là, c'est parce que elle me dit, c'est moi qui lui ai soufflé, j'avais utilisé ce terme-là aussi dans un de mes romans, jamais publié, un roman perdu, grande histoire martiniquaise. Et en fait, elle plaçait derrière ce terme-là de Longville le faire société de la Martinique. Longville, effectivement, c'est là où tous les marchands, toutes les pacotilleuses qui habitent les bourgs alentours du territoire ou qui viennent d'au-delà de la Martinique se retrouvent pour faire société, pour échanger, marchander, pour raconter les derniers 1000 ans, etc., etc. Et par extension, dans mon univers, Longville, qui est cette mégalopole qui va recouvrir tout l'arc caribéen, de la Floride au Venezuela, et donc qui va brasser cette multiplicité des cultures, des langues, etc., etc. C'est là où on fait monde. La société fait monde. Et pardonnez-moi, vous ne diriez pas, ce nouveau terme, c'est presque l'équivalent, mais on parlait des relations, vous diriez un peu plutôt connexion entre ces mondes caribéens et des Caraïbes. Oui, connexion, si on prend le pas technologique, effectivement. Ouais. Relation, si on prend le pas philosophique. Puisque ce faire monde, finalement, de Longville, eh ben, c'est toute la pensée d'Édouard Glissant. Et donc, dans Tamaron, on a ces personnages qui partent à la recherche du tout-monde, comme si c'était une Atlantide perdue,
une terre, la terre de leurs ancêtres, qui serait planquée quelque part sous la ville. Et pourquoi faire ça dans les futurs? J'ai l'impression que pour vous, les futurs des Caraïbes aussi, c'est une façon de les voir aussi, à travers votre livre, ce futur-là. En fait, poser des enjeux dans le futur, ça permet de mieux interroger les enjeux qu'on a dans le présent et de pouvoir non seulement anticiper sur le développement de ces problématiques-là, mais aussi de proposer des réponses, proposer des alternatives. Et quand on part à la recherche de la terre de ses ancêtres, on est dans cette position de recherche d'une identité racine, d'une identité arbre atavique. Et tout le contraire finalement de ce que devrait être, de ce qu'est déjà notre identité caribéenne et de ce que devrait être notre identité portée dans le futur. Et donc voilà, j'ai voulu écrire sans trop spoiler des intrigues autour de personnages qui se trompent totalement sur ce qu'ils sont et sur là où ils vont pour mieux réaiguiller ensuite le tir, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant pour ceux qui ne connaissent pas Édouard Glissant, on voit là, votre livre, c'est un endroit très précis, mais on découvre à la lecture de votre livre Édouard Glissant comme un grand voyageur, et c'est ça qui est important, je crois aussi. C'est une île, mais c'est une maison, mais on le découvre à travers ses voyages. Oui, en fait, il n'a cessé de voyager, en effet. Le premier, c'était pour aller faire ses études, c'était un élève très brillant, et d'ailleurs son père l'a reconnu parce qu'il avait une très belle scolarité au lycée Schœlcher, et son père qui était un géreur d'habitation. Sa mère était une lavandière analphabète, et son père l'a reconnu parce qu'il avait de très bons résultats. Et ensuite, il a eu une bourse, et son premier voyage, ça a été le Colombie, pour faire ses études à la Sorbonne. Et c'est surtout le fait que il n'a jamais en fait eu vraiment de maison. Il a habité un moment en Martinique où il avait une première vie familiale quand il y était revenu après en avoir été interdit de territoire pour avoir trop manifesté pour l'indépendance de la Martinique. Mais tout ça pour dire que en fait c'est une vie forcément de voyage entre l'espace caribéen et les continents. Et c'est surtout une vie où il n'y a pas eu d'inscription dans un lieu qui aurait pu être, vous savez, les maisons des écrivains ou qui ont un père ou qui ont une famille ou qui ont une région ou qui ont même une maison, on pourrait dire atavique, quoi. Et en fait, pas du tout. Et le diamant, cette maison du diamant, ça a été en fait grâce au soutien de son éditeur Gallimard, la possibilité pour lui d'être propriétaire. Alors certains disent que le statut de propriétaire, ça ne va pas avec le fait d'être Batuto. Batuto, c'est un peuple, on dirait aujourd'hui, invisibilisé, c'est-à-dire c'est des tas de gens qui peuvent se reconnaître dans le monde, mais qu'on ne voit pas et qui en fait font partie du monde et de son histoire. Et le Batuto, on le voit mal en propriétaire. Quoi qu'il en soit, Édouard Glissant est bien devenu propriétaire de cette toute petite maison créole, mais cette maison, elle n'existe que parce que le paysage devant existe. Et elle n'existe pas en maison, elle n'a absolument aucun intérêt. Elle est toute petite, elle est toute simple, c'est une maison de vacances, et c'est la terrasse et la véranda où tout se passe parce qu'on se croirait sur un bateau et qu'on est devant ces paysages qui ont nourri et vice-versa la pensée d'Édouard Glissant. Enfin, vice-versa, j'exagère un peu, mais bon. Et tout ça pour dire que c'est un nomade. C'est quelqu'un qui sait absolument pas. D'ailleurs, à un moment, dans un des livres les plus beaux d'Édouard Glissant, qui s'appelle Faulkner, Mississippi, où il fait un livre sur la vie et l'œuvre de William Faulkner. Et c'est là où on voit le professeur en lui il avait vraiment un goût de pédagogie et un sens de ça. Et dans ce livre, à un moment, il va visiter la maison d'Édouard Faulkner. Et en fait, il y a écrit que si on monte à l'étage, on voit la chambre d'Édouard Faulkner.
de William Faulkner, et il dit quelque chose comme ah là là, quelle impudeur d'aller voir dans la chambre des écrivains et tout. Or moi je dormais dans la chambre d'Édouard Glissant quand j'étais en résidence dans sa maison, qui est donc qui est en train de devenir une résidence d'artistes et d'écrivains. Et une dernière chose pour parler du voyage, on en parlait justement récemment avec quelqu'un tout à l'heure sur l'idée que oui, il faut moins voyager, oui, l'avion, etc. Mais comment se sont faites les rencontres entre les humains? Comment les cultures ont-elles voyagé? Comment l'art contemporain européen a été complètement bouleversé par les masques africains? Comment Breton a-t-il découvert Césaire, si ce n'est en faisant escale en Martinique? Donc, si vous voulez, à un moment, il faut voir que ne pas voyager, ne pas bouger, ne pas prendre l'avion, c'est aussi enfermer chacun chez soi. Et vous voyez venir la suite, quoi. Donc, oui, Édouard Glissant était un grand voyageur. Et d'ailleurs, pour faire les liens avec vous et avec votre roman, Raphaël, et dans votre roman sur Marie-Héloïse, c'est l'histoire d'un voyage, mais un voyage pas tout à fait volontaire. Oui, alors, comme on le sait, les Français se sont accaparés de quelques îles antillaises, la Dominique, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe, à partir de 1625. Martinique, c'est 1635. Et ils avaient une population autochtone en face d'eux, des Amérindiens, qui s'appelaient Kalinago. Donc, ils se sont battus avec les Kalinago, ils les ont vaincus. Oui, mais comment la colonie peut continuer à prospérer s'il n'y a pas de femmes? Parce que quand il y a un processus colonial, et même une guerre, hein, même aujourd'hui, hein, quand les États-Unis vont renverser Saddam Hussein, et l'armée américaine, il n'y a pas de femmes dedans, sauf quelques infirmières. Donc, je veux dire que dans les processus coloniaux, il n'y a pas de femmes. Ce sont les hommes qui vont conquérir des terres au-delà de leur territoire à eux. Donc, ces colons français, ils ont battu la population autochtone, ils les ont vaincus. Oui, mais la colonie peut s'effondrer. Donc, ils écrivent au roi de France, à Richelieu, à tous ces gens-là. On est au XVIIe siècle. Envoyez-nous des femmes, sinon la colonie, elle est fichue, quoi. Mais comment faire? Les autorités royales réfléchissent. Alors, la chose la plus simple qui vient à l'esprit, c'est de ramasser des prostituées sur les quais de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, et puis de les expédier aux Amériques. Je rappelle que le voyage prend 1 mois et demi, et par mauvais temps, 2 mois. Oui, mais ça serait une mauvaise idée, parce que ces femmes transmettraient des maladies vénériennes qui décimeraient les colons. Je rappelle que les Espagnols et les Portugais, ils n'ont pas vaincu les Amérindiens du continent sud-américain uniquement par les armes, mais aussi par la transmission de maladies vénériennes. Oui, donc, pardonnez-moi un petit bémol aussi concernant ça, parce que la syphilis, oui, c'est le contraire. C'est une maladie que les Européens ont contactée en Amérique, qui sont ramenés en Europe. Il n'a pas dit les mâles français, plutôt. Alors, c'est ce qui s'est dit pendant longtemps. Mais je crois que vos informations datent. Ça, c'est encore le discours colonialiste. C'est comme disait, ah oui, mais les Amérindiens attendaient la venue d'hommes blancs aux yeux bleus. Comment ils auraient pu imaginer ça? Pendant longtemps, ça a été dit, hein, que je ne vois pas comment ils auraient pu imaginer cela sans avoir jamais vu un Européen. Mais bref, toujours est-il que les maladies apportées, ne serait-ce que la simple grippe. Hein. Bon, donc, il se dit, on ne peut pas envoyer à ces gens-là des prostituées, ce n'est pas possible. On va faire comment? On kidnappe des jeunes filles dans les orphelinats. Mais des jeunes filles qui ont 15 ans, 16 ans. Parce que l'espérance de vie n'est pas celle d'aujourd'hui. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui a 25 ans. Parce que l'espérance de vie, elle était de 45 ans, à l'époque, 50 ans. Donc nous, aujourd'hui, ça nous paraît très jeune, 15 ans, parce que notre espérance de vie, elle est grande. Mais à l'époque, 15 ans, vous êtes déjà une femme, vous êtes déjà formée. Donc, ces femmes, appelées filles du roi, donc on leur donnait un petit pécule, et on leur disait, bon, vous allez en Amérique. Alors dans les 3 régions françaises, la Nouvelle-France, que l'on appelle le Québec aujourd'hui, la Louisiane, aux États-Unis d'aujourd'hui, mais qui appartenait à la France, et puis dans les îles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue, qui est devenu Haïti. Et elles arrivaient, ces jeunes femmes, et elles étaient cédées à des colons, selon un mode opératoire assez proche de l'esclavage, je dirais.
parce qu'elles étaient présentées comme du bétail. Elles ne connaissaient pas les hommes avec qui il n'y avait pas Internet à l'époque. Ils ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. Il y avait des bals qui étaient organisés et au cours de ces bals, les hommes choisissaient celles qui leur plaisaient. Alors on n'envoyait pas des femmes... l'idéal de beauté aujourd'hui, c'est la minceur, mais les colons, ils avaient besoin de fortes femmes qui puissent travailler à la terre avec eux et qui puissent surtout leur faire le maximum d'enfants. Donc, dans les orphelinats, c'est pas toutes les orphelines, évidemment, qui étaient envoyées. C'était celles qui correspondaient aux besoins des colons. Donc, elles arrivent là-bas, elles sont mariées, et celles qui ont la chance de faire 5, 6, 7, elles recevaient une prime à partir du 6e enfant. Parce qu'il fallait peupler absolument. Donc, je raconte leur épopée tragicomique, parce qu'il y a des épisodes comiques là-dedans, à travers le personnage de Marie-Héloïse. Et alors, c'est pas un roman féministe du tout, hein. C'est un roman un peu historique, quoi. Parce que certaines personnes peuvent penser que c'est un roman féministe. Non pas que j'approuve, c'est pas un roman machiste non plus. C'est simplement une réalité. Pourquoi? Parce qu'aux Antilles, nous avons une espèce de un petit esprit de revanche à l'égard des descendants des esclavagistes, appelés béquets aujourd'hui. Quand nous voulons nous venger, nous disons, ah oui, mais vous, de toute façon, vos femmes, c'était des prostituées qui ont été ramassées sur les quais de Porto, de Nantes et de La Rochelle. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru ça parce que c'est le discours commun aux Antilles. Mais c'est faux. Quand vous allez chercher dans les archives, dans l'histoire, vous voyez qu'il y a... Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques-unes qui ont été ramassées et envoyées aux colons, mais c'était une toute petite minorité. Mais alors, ça s'inscrit, ce livre, et je termine là-dessus, dans un projet que j'ai eu de raconter l'histoire de l'installation de tous les peuples qui se sont installés en Martinique. Les Noirs, bien sûr, les Békés, les Chinois, les Indiens, les Syro-Libanais. Donc j'ai décidé de consacrer à chaque fois, parce que cette histoire est méconnue de la population. Donc pour moi, la littérature a une vocation aussi un peu pédagogique. Beaucoup de gens me disent, mais je ne savais pas que j'ai un Syrien comme voisin, je ne savais pas qu'ils avaient subi autant, je croyais qu'ils étaient tous riches. Or, c'est faux. Ils sont arrivés, comme on dit en créole, une main devant, une main derrière. Et ça, c'était le cas de tous les colons. Parce que même les hommes blancs, alors les femmes blanches étaient des orphelines, mais les hommes blancs étaient des cadets de famille. Parce que dans le droit d'Ancien Régime, seul l'aîné héritait des biens. Et des garçons. Oui, garçon aîné. Bon, l'aîné, pas la fille aînée. Donc, quand vous êtes cadet, vous n'avez rien, vous héritez de rien du tout. Vous n'avez qu'une solution, c'est aller dans l'armée. Alors, autant aller en Amérique, quoi, pour voir si on peut s'enrichir. Donc, même les hommes blancs, c'était des gens de conditions pas très élevées, je dirais, puisque c'était jamais des aînés des familles nobles. C'était des cadets de famille. Et puis, il y a eu beaucoup de serfs aussi, hein. De serfs à qui on proposait des contrats. On leur disait, bon, écoutez, allez peupler les îles, allez peupler la Nouvelle-France, et puis si jamais vous résistez, on va vous donner un lopin de terre. Et donc, dans les débuts de la colonisation dans nos îles, il y a eu des paysans français qui ont coupé la canne à sucre côte à côte avec les esclaves noirs. Ah oui, on les appelait les 36 mois. On leur disait, vous avez 36 mois pour faire vos preuves. Beaucoup ne faisaient pas leurs preuves parce qu'ils crevaient de la fièvre jaune, du climat, de tout. Et s'ils subsistaient, on leur donnait un lopin de terre et à ce moment-là, ils pouvaient se... Donc c'est une histoire qui a été tragique pour tous les peuples qui constituent nos pays, mais à des degrés divers. Je ne compare pas ça à celle de l'esclavage, évidemment. Mais il n'y a aucun peuple chez nous qui a une origine noble, comme certains peuvent s'en prévaloir. Et d'ailleurs pour tous les peuples originaux de ces îles différentes qui ont complètement disparu, pour la plupart. Je signale simplement l'île Hispaniola. Lorsque Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il avait à peu près 5 millions d'habitants d'Indiens, et puis un siècle après, il n'en avait pas un seul, plus un seul. Donc il y a quelque chose d'important aussi dans vos livres, c'est le lien entre la frontière de la ville et la nature. Et pour vous, c'est très important de montrer ça dans vos romans. Oui, ça part encore de cette proposition ou de cette évidence que l'homme qui
veut habiter une terre passe forcément par cette force de l'urbanité. Et penser l'habiter, en tout cas le nouvel habité, celui qui est en dehors du rêve capitaliste d'exploitation, d'extraction des ressources naturelles comme humaines. Penser cet habité de manière autre, c'est relationner avec cet environnement. Alors, on pourrait dire la nature, ça serait encore une fois la reléguer à un extérieur, à un autre que nous. C'est une question des frontières aussi entre les deux. Oui, mais c'est pas tant la frontière que j'essaye de mettre en évidence, c'est sa perméabilité, justement. Et le fait que les ensembles complexes, les grands ensembles complexes que sont les montagnes, les forêts, et puis jusqu'à la plus petite spécificité, le plus petit individu ou dénominateur, la langouste ou la cribiche, comme on dit chez nous, tout ça a une importance relationnelle. Et nous, notre passage sur Terre, en tant qu'habitants, c'est justement de voir comment on peut s'installer, vivre sans trop déranger justement l'autre. Voilà. Et donc comment on s'inclut, quel est le sens de notre humanité dans cette globalité des consciences. La science-fiction me permet d'apporter ce point supplémentaire qu'on peut interroger les consciences que nous allons fabriquer par la robotique, par les intelligences artificielles, toutes les machines auxquelles on voudrait bien prêter une conscience, auxquelles on voudrait qu'elles nous ressemblent le plus possible, ce sont aussi des formes de conscience auxquelles on va devoir de plus en plus on va devoir relationner avec elles. Là, je vois mon petit gamin qui marche à peine, qui voit les gros climatiseurs dans le salon, il leur prête une présence qui n'est pas celle simplement d'un objet. Pareil pour le robot aspirateur qui fait dodo, voilà, tout le temps. Quand il démarre, il pique une frousse énorme et puis il va se cacher quelque part, quoi. Mais sinon, il fait dodo. Donc voilà, ça engage un autre type de relation. Et puis, si on veut aller encore plus loin, on a les consciences qui sont non humaines et non terrestres. Et alors, on peut penser ensemble complexe comme astre, comme système solaire, etc. Mais on peut aussi penser alien. La SF se prête à ça. Et là, ça va directement interroger notre propre humanité. C'est quoi être humaniste quand on doit relationner avec des extraterrestres? Ou transhumaniste. Alors transhumaniste, c'est du coup, c'est plutôt en rapport avec la technologie. C'est quand la technologie Tout à fait, mais il a quelque chose de ça. vient nous changer, nous dénaturer quelque part. Est-ce qu'on est toujours humain? Mais du coup, si on rencontre demain E.T. l'extraterrestre, se penser humain, finalement, est-ce que c'est pas un dernier repli raciste face à une vie qui viendrait d'ailleurs? Et une question, vous êtes né où, vous? À Lyon. À Lyon. Vous avez vécu jusqu'à quel âge à Lyon à peu près? Je crois que je me suis barré à 20 ans, quelque chose comme ça. Oui, mais justement, c'est la question du regard, c'est ça la question importante. Est-ce que le fait d'avoir vécu ici à Métropole et à Martinique, est-ce que ça vous donne un regard beaucoup plus large sur les choses? Je n'aurai jamais cette prétention-là, mais en tout cas, ce que je ressens moi, c'est que par mon histoire familiale, par mon histoire personnelle aussi, mon parcours de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est que je me suis toujours construit au mi-temps d'autres éléments. Et donc du coup, toute cette pensée de la diversalité, toute cette pensée de la créolisation, cette pensée de la relation, même la pensée de la négritude portée par Césaire, qui est, quand je regarde en moi, je sais que je suis fragmenté. Cette pensée par fragmentation qui fonde un individu, c'est ce que j'ai vécu en fait tout au long de ma vie. Et donc quand j'ai rencontré ces pensées-là, elles m'ont tout de suite pensé. Quand j'ai rencontré ces pensées-là, elles m'ont tout de suite parlé. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on retrouve ça dans ma littérature. Et vous, Valérie, vous avez rencontré quand la pensée d'Édouard Glissant? Alors, quand ai-je rencontré la pensée d'Édouard Glissant?
En fait, je saurais pas donner un moment parce que maintenant, il y a des tas de choses qui se sont recouvertes. Je sais que j'avais travaillé sur l'espace francophone, hein, qui est encore une autre chose, une étiquette un peu compliquée. Mais bref, c'était pour essayer justement de faire découvrir d'autres écritures en français, mais pas de l'Hexagone. Et quand on dit francophone, on sous-entend souvent subalterne, ou du moins on l'entendait. Il y a quelques progrès dans ce monde, celui-là en fait partie. C'est-à-dire maintenant, on a compris quoi qu'il y avait. Et lui, évidemment, était un des mystères parce que son œuvre était réputée comme extrêmement difficile, inabordable, inaccessible, voire incompréhensible. Et évidemment, quand on dit ça, on a un petit peu envie d'aller voir. Donc j'avais lu La Lézarde et j'avais lu surtout en même temps que La Lézarde, qui était le premier roman. Bon, à un prix Renaudot, on se dit c'est accessible. Ben, dis donc, ils étaient super open-minded en 1958 parce que c'est pas évident La Lézarde. Et maintenant, moi j'ai lu toute l'œuvre romanesque d'Édouard Glissant maintenant. Et maintenant je suis comme un poisson dans l'eau, mais je ne peux pas vous raconter l'histoire des romans d'Édouard Glissant. On n'est pas dans le romanesque hexagonal, même européen, on est ailleurs. Donc ce que je veux dire, c'est que rencontrer la pensée d'Édouard Glissant, c'est rencontrer une complexité de forme, une nouvelle manière d'exprimer les choses et surtout de savoir que dans Soleil de la conscience, qui est son premier essai écrit en 1956, et dans son poème Les Indes, où pour la première fois il donne à entendre, comme le fera plus tard Amin Malouf avec Les Conquêtes, dans son coin du monde, il donne à entendre la position du conquis. C'est-à-dire, c'est à la fois les marins de Christophe Colomb et les Indiens qui les voient débarquer, qui ont la voix dans ce poème épique qui s'appelle Les Indes. Et la même année, en 56, dans Soleil de la conscience, vous avez toute la pensée d'Édouard Glissant qui ne fera que se développer jusqu'à sa mort en 2011. Donc, si vous voulez, quand vous commencez à ouvrir cette petite porte-là, c'est possible quoi, de vivre sans, en fait. Peut-être ça dépend des gens, hein, mais enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, vous rappelez bien dans les livres que les paysages font partie aussi de ce qui raconte Édouard Glissant dans ses livres. Mais aussi, c'est important de souligner, dans votre livre, il y a pas mal de photos qui sont très belles pour illustrer les livres. Et pourquoi avoir ces choix des photos? Et je pense que c'est une amie à vous qui a fait les photos, je crois. Alors, en fait, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est une aventure assez formidable. En fait, avant, on appelait ça le livre de commande. Je pense que ça existe toujours, mais en fait, c'est Sylvie Glissant, donc, qui fut l'épouse 40 ans durant d'Édouard Glissant, qui m'a demandé d'écrire un livre sur la Maison du Diamant et le rapport d'Édouard Glissant à ce lieu, à ce site, et pour en faire une espèce de mémoire pour ce qui a été traversé dans cette maison, les gens qui sont venus, tout ce qui... Voilà, et le rapport entre sa pensée et ces lieux. Et en fait, elle a demandé la même chose à une amie d'Édouard Glissant que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Annabelle Guerrero, qui est du Venezuela. Hein, la guerrière, voilà, la petite guerrière. Et Annabelle, qui est une artiste, qui a énormément travaillé en Martinique, qui connaissait très bien Édouard Glissant de manière beaucoup plus intime, et elle a fait un travail absolument remarquable sur le paysage d'Édouard Glissant à travers son regard de photographe. Et elle a choisi la poésie, c'est-à-dire que les extraits qu'elle donne dans ce livre, ce sont des extraits de la poésie d'Édouard Glissant, alors que moi j'ai pris tout le reste. J'avais à manger, hein, j'avais assez. Mais donc les citations et tout ce que je fais intervenir dans le texte, c'est dans l'œuvre donc extra poétique, qui toutefois est constamment poétique. Et avec Annabelle, on a été en fait les premières résidentes off de cette maison. Qui n'était pas du tout prête pour être résidence. D'ailleurs, comme je le raconte, on est arrivé, on a commencé par devoir quitter la maison parce qu'il y avait une onde tropicale et que j'ai vu dans la cuisine mes sandales voguer. Je me demandais ce qui se passait, mais il paraît que c'était tout à fait normal en Martinique et dans la maison d'Édouard Glissant. Donc ça vous donne une idée du rapport à l'incertain, à l'intranquillité, et c'est ça qu'on apprend aussi quand
quand on séjourne un peu dans cette maison qui devient donc une maison d'artistes et d'écrivains ouverte au voilà qu'est-ce que je disais là? C'est tout. C'est drôle parce qu'on imagine cette maison au moment d'une grande tempête. On l'imagine dans le. Oui, c'est bien sûr, c'est une petite maison créole assez fragile, quoi. Enfin, elle est pas. Bon, elle tient encore, mais elle est des années 70. Et d'ailleurs, il y a un architecte qui commente justement tout le bâti. Et c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup appris justement à travers toutes mes rencontres sur l'habitat créole. On a beaucoup à apprendre de ça. Et c'est vrai que ça peut faire peur parce que la plage du Diamant, elle est extrêmement dangereuse. Et Édouard Glissant, il avait très peur de l'eau. Il nageait beaucoup, mais il avait très peur des profondeurs. Et comme moi, je fais de la plongée, j'aime beaucoup donc même plonger au-dessous du rocher du Diamant. Et c'est en fait en tant que plongeuse aussi que je me suis aperçue de cet arc. Je me suis aperçue de deux choses. D'abord de l'arc des volcans souterrains, qui est comme ça l'arc caribéen d'une part, et d'autre part de l'importance de l'histoire dans ce paysage, puisque, comme disait le voisin Derek Walcott, donc le prix Nobel de littérature, Édouard Glissant aurait dû l'avoir aussi la même année, mais ils ont choisi un anglophone parce que c'est toujours l'anglais qui gagne. Et ils pouvaient se parler, hein, ils étaient amis, ils pouvaient se voir, parce que au-delà du rocher de diamant, c'est Sainte-Lucie. Et Walcott disait The sea is history. Donc ça veut dire que en fait, au bout d'un moment, on peut pas. C'est pour ça que je parlais de la mémoire de l'autre. On peut avoir une idée de la mémoire de l'autre dans le sens où ce migrant nu qui est venu du continent africain jusque dans les Caraïbes et ailleurs lors de la traite, il est passé par cet océan, et combien se sont jetés là, ou sont tombés, ou ont été jetés parce qu'il ne valait plus rien. Et en fait, c'est une mémoire sans monument, mais c'est la mémoire aussi du paysage. Et sûrement qu'il y avait des grandes tempêtes pour répondre à la vision d'Eduardo. C'est vrai que je m'appelle Eduardo. Et Raphaël, on parlait de bâtir une maison, mais bâtir un livre, bâtir un roman aussi, c'est quelque chose de tout à fait important et ce qui est tout à fait touchant. Il a beaucoup de dialogues. Est-ce que vous travaillez beaucoup sur la langue française de cette période-là ou pas? C'est-à-dire que tout dépend de l'arrière-plan historique de l'ouvrage que j'écris. Ça se passe au XVIIe siècle. Ça me paraissait un peu farfelu d'écrire dans la langue d'aujourd'hui. Oui. Aucun de mes personnages ne dit du coup. Hein. Donc, rassurez-vous. Donc, alors bon, de par ma formation universitaire de créoliste, je me suis intéressé au dialecte d'Oil, c'est-à-dire normand, poitevin, picard, etc., qui sont partiellement à la base de la création de la langue créole. Et quand on étudie ces langues, on s'aperçoit qu'elles ont été une espèce de réceptacle de beaucoup de termes et d'expressions de ces dialectes qui ont été écrasés par le jacobinisme linguistique. Et donc, dans le créole, se sont conservées, n'est-ce pas, ces expressions qui sont réutilisées par nous sans que le locuteur moyen sache que ça vient de ces langues d'Oil. Et donc, c'est quand même plus facile pour moi de me replonger paradoxalement dans la langue du XVIIe siècle que quelqu'un qui a mon âge et qui est de France, puisque ces dialectes ont disparu, sauf s'il les a étudiés. Donc, ce n'est pas un exploit du tout. En puisant dans la langue créole, je peux me rapprocher de la langue qui était réellement parlée au XVIIe siècle. Mais je voudrais revenir à Glissant rapidement. Je suis toujours épaté par les gens comme Valérie, qui comprennent Glissant, parce que moi, je ne comprends rien. C'est bon. Alors, nous avions souvent des discussions. Je dis, mais c'est truc de batouto, de machin. Mais il me dit, oui, mais toi, ta littérature, c'est carrément Daphné du Maurier, quoi. En fait, c'est n'importe quoi, en fait. Bon, c'était l'inamicalité. Et donc, il a eu quand même une fois une phrase qui m'a étonné. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que 95% des Martiniquais, si moi, j'arrive pas à comprendre tes bouquins,
95% des Martiniquais, ils ne doivent pas comprendre. Et il m'a sorti cette phrase extraordinaire. Mes lecteurs sont futurs. Et quand il m'a sorti ça, je suis resté perplexe. Je me suis dit, mais est-ce que c'est de l'arrogance? Est-ce que c'est de la fatuité? Est-ce que c'est de la déraison? Ou est-ce qu'il s'aveugle complètement? Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, Glissant, c'est un nom de lycée, enfin de collège, à Martinique. Mais j'ai enseigné à l'université jusqu'à ma retraite il y a quelques années. Je peux vous dire que aucun étudiant, et c'est les premiers à lire, hein, quand vous leur donnez le Glissant, ils vous disent non, on ne comprend rien, c'est pas compréhensible. Donc, quand Glissant disait mes lecteurs sont futurs, est-ce qu'il ne faisait pas preuve de trop d'optimisme sur le devenir de... Alors, ce qui me rassure, ce sont des gens comme Valérie, des Japonais, des gens qui n'ont rien à voir avec les Antilles et qui publient des analyses des œuvres de Glissant. Alors, vous, c'est pas une analyse, mais je connais plein d'universitaires du Japon, de partout, des États-Unis, qui analysent les œuvres de Glissant. Et là, je commence à comprendre un peu. Et je me dis que j'ai dû passer par des gens qui ne connaissent rien. Et bon, c'est assez fascinant, quoi. Mais moi, c'est tragique. Parce que l'œuvre de Glissant ne puisse pas être lue aujourd'hui par, je ne dis pas toute la population, mais au moins la population cultivée. Que ça ne soit pas lu, c'est quand même quelque chose qui est tragique chez nous. Et ce que je voulais juste dire, Raphaël, c'est que en fait, quand vous lisez Raphaël Confiant, et ce livre peut-être plus que d'autres, mais non finalement, et quand vous l'écoutez, en fait, il n'y a pas plus glissantien que Raphaël Confiant, mais c'est à son insu. Parce qu'en fait... je ne sais pas si c'est son plein gré, hein. Mais Édouard Glissant écrivait, parlait des langues du monde, et il disait que on écrivait en présence de toutes les langues du monde. S'il y a bien un écrivain qui écrit en présence de toutes les langues du monde, y compris dans le temps, c'est Raphaël Confiant. C'est d'un livre à l'autre, et parce qu'il a eu cette enfance qu'il nous racontait hier ici, avec toutes ces langues qui n'étaient pas comprises forcément les unes des autres sur la distillerie de tes parents. Donc, en fait, voilà. Alors, Glissant a eu quand même l'équivalent du prix Nobel. Ça s'appelle le prix Neustadt, qui est considéré comme le prix Nobel américain et qui est décerné dans un État complètement paumé des États-Unis, qui est l'Oklahoma. Et je m'étais rendu à la remise de ce prix. Il fallait faire un trajet effroyable parce que c'est au cœur des États-Unis, changer 7 fois d'avion, etc. Et les organisateurs, quand je leur ai dit que je viens avec une équipe de télé martiniquaise, ils m'avaient dit, mais qu'est-ce que vous pensez qui ferait plaisir à Édouard Glissant? Alors je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui pourrait lui faire? J'ai dit, inviter Miss Black America. On venait de créer le concours Miss Black America. Il m'a dit, vous ne lui dites surtout pas. J'ai dit, non, je ne le dis pas. Et le jour de la remise du prix, donc c'était une estrade comme ça, et ils sont très sévères, les universitaires. Et je vois que l'œil de Glissant pétille en direction de Miss Black. Il ne sait pas c'est qui est dans le public. Et quand on l'a appelée, elle est venue, Glissant était sidéré, le grand intellectuel et tout ça, qui voit cette beauté-là. Bon, elle n'avait rien à dire, hein, à part sa beauté. Et après, il m'a dit, mon salaud, je suis sûr que c'est toi qui leur a dit de faire. Et j'ai nié, évidemment. Donc, il n'a jamais su que c'était moi. Donc, c'est pour vous montrer que nous avions une relation très père-fils, je dirais, mais on se chamaillait sur quasiment tout. Mais je suis triste que dans l'intelligentsia martiniquaise, tout le monde dit glissant, mais les gens ne lisent pas. Mais pour vous, Mick, c'est important aussi cette relation, cette transmission aussi avec Édouard Glissant. Cette nouvelle génération, peut-être qu'on va sauter une génération pour redécouvrir Glissant à la Martinique. Oui, alors j'ai un peu comme Valérie, j'ai peut-être la chance de comprendre un peu plus Édouard Glissant que Raphaël. Certainement. Et
Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être ça vient de mon autre vie quand j'étais archéologue. Je terminais dans un musée. Je faisais beaucoup de vulgarisation scientifique pour les gens du commun. Et quand j'ai découvert Glissant, je me suis dit mais c'est pas possible qu'il ait cette réputation d'inaccessible. Tellement ces idées sont puissantes et éclairantes. Et pour moi, il fallait effectivement remettre ça dans les mains du commun. Et passer par l'imaginaire, passer par la science-fiction, redistiller sa pensée, ses idées sur le tout-monde, quitte à le pulpiser, hein, le dénaturer un petit peu, avoir des personnages qui considèrent le tout-monde comme une terre physique, c'est quelque part trahir cette pensée philosophique. Mais ça lui rend un intérêt, et remettre ça dans l'en commun, pour moi, c'était essentiel. Ouais. Et d'ailleurs, si, pour revenir à vos livres, il y a deux notions apparemment contradictoires, mais qui vous réunissez quand même sur la notion des verticalités, dans le sens que dans les villes ou dans les montagnes, et des horizontalités, de relier les Caraïbes entre elles. Pourquoi ces notions-là sont importantes pour vous? Parce que la Caraïbe et la Martinique sont des territoires qui sont, comme tu le dirais, bardés de contradictions. Mais c'est pas ce que j'appelle une contradiction. Enfin, pour moi, ce sont pas des contradictions. Apparemment. Apparemment, ouais. Ouais. C'est le signe de c'est le signe le plus évident de notre hybridité, de notre hybridation continue. Et ce qui fait notre identité, c'est la tension continue qu'il y a en nous et entre nous. Et c'est cette tension qui est motrice, qui est structurante. C'est le fait de ne pas pouvoir se définir. C'est le fait d'accepter d'être indéfini. Et c'est tout un travail sociologique qui s'approche d'un terme qu'on appelle la liminarité, et qui est une manière d'expliquer, en tout cas d'apporter des réponses à cette grande question que beaucoup se posent encore aujourd'hui. C'est quoi être martiniquais? Être martiniquais, c'est justement être dans cette multiplicité d'états et de devenir. Et voilà, moi je suis très à l'aise pour vivre dans le mouvement, dans le passage. Tu parles de nomadisme tout à l'heure. Donc voilà, mes personnages portent ça aussi en eux, et c'est une autre manière d'apporter ça dans l'imaginaire, d'infuser les imaginaires, et à partir de cette infusion-là, il y aura d'autres personnes qui s'en empareront pour structurer un peu plus, voilà, les politologues et compagnie, on verra. Et relier toute cette Caraïbe aussi, du Venezuela à Cuba aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, pour vous, ça vous travaille énormément. Pas que pour moi, c'est un souhait énorme de toute la part, de toute la population martiniquaise, guadeloupéenne, de toutes les populations insulaires en fait. Parce que voilà, quand on vit sur un continent, on n'en a pas forcément conscience, mais il y a ce sentiment, cette émotion qui se développe uniquement sur les îles, qui est celui de l'illéité. C'est une espèce d'enfermement et de besoin de se connecter. Et donc connecter la Caraïbe entièrement par cette ville de ponts, de digues et de passerelles, c'était pour moi la première manifestation de cette relation, pour pas dire connexion. Merci beaucoup d'avoir conclu comme ça. C'est parfait. Merci beaucoup à vous tous. Et si vous voulez signer vos livres, ils sont à votre disposition. Il est là et c'est juste dehors. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir.